Bonjour Daniela Feletti, comment vous allez? Bonjour Bertrand. Je vais bien, merci à vous, merci pour m'inviter à cette conversation Je vous en déjà. prie. Merci à vous d'avoir répondu favorablement à l'invitation d'Éduc Action ou l'Éducation en Action. Éduc Action ou l'Éducation en Action est une coproduction de Malisa Capital TV et d'Éduc Nation Consulting Inc. Donc, Daniela, vous vivez dans la région de Bordeaux en France et vous êtes consultante en recrutement international. Euh, vous vous occupez spécialement là, des questions, enfin, vous êtes sensible hein, spécialement euh, aux questions d'équité, d'inclusivité, hein, tout le volet inclusif dans le monde du travail. Donc, nous allons en parler. Vous êtes aussi membre de LinkedIn, LinkedIn Bordeaux. Nous allons en parler aussi. Donc, voilà, merci une fois de plus. Première question, Daniela, pouvez-vous dire un mot sur vous, sur votre cheminement pour que nos internautes, notre public apprennent davantage sur vous? Bien sûr. Bah, tout d'abord, je suis brésilienne d'origine, avec de la moitié italienne, donc c'est pour ça aussi que je suis en Europe depuis 15 ans désormais. En France, par contre, ça fait 5 ans. J'ai vécu dans plusieurs pays, en Italie, en Espagne, en Angleterre aussi. Ça m'apporte aussi une belle diversité multiculturelle. Avec toutes les langues que je parle 5 langues, donc mon approche elle est très internationale, à niveau aussi global, je pourrais dire. Donc je suis spécialisée dans la diversité et l'inclusion. J'amène une approche diversifiée, aussi atypique, dans mon processus de facilitation, l'éducation, le consulting chez les entreprises, l'école de commerce aussi. Mon objectif, c'est d'éduquer les gens, les individus, chaque individu pour être un peu plus inclusive et créer un sens d'appartenance autour d'eux. En France, en fait, c'est un joli challenge pour moi dans la langue, dans la culture, pour amener cette côté aussi, une vision multiculturelle qui est un peu plus ouverte. Et ça sort, c'est au-delà du genre, mais ça va abrandir un niveau global de la diversité en fait. C'est-à-dire, on va arriver aussi à parler de la religion, de l'ethnie, de tous les angles nécessaires. Euh, Aujourd'hui, en fait, je te parlais plus tôt, en fait, c'est aussi un moment que je suis en train de lancer cette masterclass de leadership inclusive. Je suis aussi consultante en carrière. J'accompagne des dirigeants dans leur transition d'une façon atypique, où j'applique aussi l'analyse comportementale et aussi de leur approche inclusive. Donc, on travaille autour de ça avant qu'ils se lancent dans le marché. Et j'ai un petit peu de ça et aussi de mon cours chez une école de commerce à Bordeaux, dont j'ai créé aussi, j'ai conçu un cours sur la démarche d'égalité pour des étudiants sur le master RH. Je fais une combinaison de un petit peu de ce que je donne dans ce cours et ce que j'utilise comme outil d'accompagnement avec mes dirigeants pour créer une masterclass de 3 heures pour aider aussi voilà, plusieurs individus en France à avancer dans leur style de management, de leadership surtout. Cet cours-là, il envisage aborder tout ce que c'est à profondeur de bien conscient. On va parler de l'intersectionnalité, on va aller plus loin sur la question de l'empathie, comment l'utiliser, des outils pratiques aussi, comment on donne le feedback réceptif, que c'est très très atypique chez le leader. Il est plutôt habitué à donner le feedback plutôt que recevoir. Donc, on travaille beaucoup la réception avant que nous donnons. Euh, donc, c'est très, très un challenge aussi pour moi d'insérer ça sur le marché français. Mais c'est très intéressant
pour comprendre aussi encore plus l'ouverture d'esprit aussi. Et je vois la nécessité. C'est pour ça aussi que j'ai décidé de le faire. En fait, là, on parlait avant sur la question de l'éducation chez les jeunes aussi. Donc, ça, je m'engage beaucoup sur ça. Avec mon travail, c'est toucher le recrutement, mais aussi comment on peut être plus inclusif dans tous les sens. On va parler d'intergénérationnel. C'est pour ça que je donne aussi des formations sur la non-discrimination lors du recrutement. Voilà. Merci, merci. Un vaste programme, Daniela. Donc, nous avons bien compris que l'inclusion, c'est un grand carrefour hein, qui touche pas seulement l'ethnie ou la couleur de la peau, mais sur la religion, voilà, le genre, les générations, etc., etc. Orientation sexuelle aussi. Voilà, l'orientation sexuelle, donc c'est un grand panier en fait, hein, si vous permettez la métaphore, hein, un Oui, panier qui tout à fait. comprend beaucoup d'ingrédients. Nous allons toucher à quelques-uns là, de ces éléments durant la suite de cet entretien. Daniela, est-ce que les entreprises que vous approchez ou qui vous approchent, les entreprises avec qui vous discutez, avec qui vous travaillez, jusqu'à quel point ces entreprises vous semblent réceptives à la question de l'inclusion? Alors, ben, déjà, quand je travaille avec les entreprises, c'est eux qui me font appel. Normalement, ça peut être très varié pour améliorer le recrutement chez voilà, leur processus de recrutement, être plus inclusif. À travailler aussi sur le leadership inclusif chez les dirigeants ou le lobby inconscient avec une approche multiculturelle. L'intention, elle est toujours là d'améliorer les choses, okay? De vraiment faire que ça devienne partie de la culture de l'entreprise. Mais par contre, bien sûr, c'est complexe. Donc, parfois, ça se concentre trop chez les RH ou le responsable de la diversité et de l'inclusion, quand il existe de l'entreprise. Et parfois, souvent, je dirais, ça manque une implication directe des leaders. Moi, je veux dire toujours faire entraîner les recruteurs pour devenir inclusifs, c'est très important. Mais aussi le leadership, le management. Parce qu'en passant par le recruteur, les filles qui restent sur la shortlist, on dirait, sur la liste des candidats ciblés, ça va exister toujours aussi des biais. Donc, pour que ça soit vraiment un processus de cohésion où tous prennent des décisions pas seuls, en fait. Le problème du recrutement, c'est quand on prend des décisions seuls. Qu'un recruteur fait le sourcing, il n'a pas des autres visions différentes pour le bloquer son biais. Et donc, le manager, pareil, tu vois, quand il y a une cohésion de communication avec des outils aussi qui aident à couper ces biais, ça aide. Mais après, voilà, on va parler aussi de la leadership inclusive. La leadership inclusive, c'est encore nouveau, tu vois. Quand je parle avec des leaders, c'est rare qu'ils savent de quoi je parle. C'est quoi la leadership inclusive? J'ai eu un leader qui, une fois, il m'a dit, parce que je pose des questions pour pour savoir donc, quelle est votre approche inclusive? La réponse aurait être, moi j'ai créé des after-work pour pour les rencontres. Non, c'est pas du tout ça. Donc, pour les faire comprendre qu'est-ce que c'est, parfois c'est complexe. Et pour amener cette mentalité on s'engage, la cohésion entre le leader et le RH et le professionnel de diversité et inclusion, pour faire appel des experts aussi qui puissent vraiment faire le travail avec eux pour les aider dans cette démarche. Il doit être continu en fait. Donc la vision en répondant à ta question, c'est que c'est complexe, ça va varier d'entreprise à entreprise, ça dépend du niveau qui sont engagés,
et surtout le leadership, le top management. Ok. Là, faudrait que je vous pose la question, vous l'avez soulevé d'ailleurs, là. Qu'est-ce que le leadership inclusif en quelques mots? Oui, bah, le leadership inclusif, en fait, une méthodologie qui englobe des compétences plutôt. Voilà, un leader qui développe des compétences, que ce soit être conscient de ses propres biais. C'est pas qu'être conscient, mais aussi avoir des actions derrière. On parle toujours d'être conscient de ses biais, mais il faut agir pour les changer. Un leader qui s'engage à s'auto-rééduquer continuellement pour qu'on puisse éradiquer, éliminer ces biais. Et en plus, pouvoir éduquer ses propres employeurs. Okay? Passer cette culture voilà, de se rééduquer au sein de l'entreprise et de l'importance au moins. Ensuite, c'est l'humilité, la vulnérabilité. On travaille vraiment sur cette réception du feedback. Ça va demander beaucoup de l'humilité et un peu l'ouverture à la vulnérabilité. La curiosité envers l'autre, avec empathie, écoute active. Travailler aussi sur la prendre de responsabilité. En français, c'est un peu différent la traduction, parce qu'en anglais, on dit accountability. Et ça, c'est plutôt vraiment prendre un membre, reconnaître où est-ce que nous sommes, voilà, quelles sont les choses à changer, à améliorer. Donc, c'est vraiment vérifier qu'est-ce qui va bien, qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi et comment on va le faire. Donc, pas avoir peur du jugement, mais plutôt penser à comment on va avancer. Ensuite, en prenant toutes ces compétences-là, les appliquer en créant un environnement de confiance entre les personnes où chaque individu va se sentir à l'aise pour exprimer sa propre voix, ses pensées, ses idées. Et ça va amener aussi de l'innovation et la créativité. Ça va abranger aussi, à la fin, ça va amener aussi des profits. Il y a pas mal de statistiques qui montrent ça, que la diversité amène de l'innovation et donc la productivité, donc le profit. Mais ça arrive seulement quand les personnes, elles peuvent vraiment s'exprimer, qu'elles se sentent à l'aise. Un environnement qu'il y a la diversité, mais que les gens ne se sentent pas, qu'elle peut être elle-même, ça ne va pas être autant effectif parce qu'elle va se comporter comme les autres pour s'intégrer. Donc le mot intégrer, c'est à mon avis, c'est à éliminer de l'entreprise parce qu'à l'intégration, ça crée des exclusions aussi. Donc c'est vraiment comment on inclut chaque individu en le laissant être eux-mêmes. Et ça va faire élargir la créativité, le bien-être aussi dans l'entreprise. Et voilà, le burn-out fameux, ça va être beaucoup moins présent. Parce qu'une personne qui a caché toujours sa personnalité, ses pensées, forcément, ça va le réduire à un stress. Voilà. Est-ce que c'est clair? Merci beaucoup, Daniela. Je comprends de ce que vous venez de dire que c'est un travail de très longue haleine, finalement, qui ne se fait pas en un mois ou en deux. C'est un travail en continu et qui exige de la part de la hiérarchie de l'entreprise, mais aussi des cadres, des superviseurs et finalement de toutes les équipes, un travail sur soi continu. Comme vous savez, je suis consultant en éducation et puis je discute avec beaucoup de professionnels qui me disent souvent que la hiérarchie de l'entreprise peut avoir de la volonté. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle elles sont à l'entreprise. Mais les superviseurs immédiats ne montrent pas toujours cette volonté-là. Et hier encore, si vous me permettez, je discutais avec une professionnelle qui me racontait un épisode de burn-out qu'elle a vécu l'année dernière. Ingénieure, on lui a promis une augmentation de salaire, un nouveau contrat. Elle a travaillé très fort sur un projet, m'a-t-elle dit.
à la fin du projet, des félicitations, waouh, comment tu es parvenu à ce résultat-là. Et lorsqu'elle demande confirmation du nouveau contrat de l'augmentation de salaire, on lui dit mais non, il n'y a pas d'augmentation de salaire. Ce que ton superviseur t'a dit ne peut pas être fait. En fait, il t'a promis ce que l'entreprise ne peut pas t'offrir en réalité. Et là, Hmm. vous imaginez bien la suite, n'est-ce pas? Bien Alors, sûr. donc, selon mon expérience, le problème vient souvent, là, évidemment, ça dépend de la taille des entreprises, etc., vient souvent pas toujours de la haute hiérarchie, mais des superviseurs immédiats. Aussi. Mm, Bien souvent, avec Ouais, les ouais. professionnels avec qui je travaille. Comment résoudre finalement ce hiatus-là, ce décalage entre la volonté de la hiérarchie ou des ressources humaines qui recrutent et les superviseurs qui animent les équipes au quotidien? Ben, exactement ce que je disais de la leadership inclusif, c'est pas limité au top management non plus. Ça, c'est pour chaque rôle de leader. Après, c'est un travail de self-leadership aussi, de auto-leadership, on dirait. Il faut appliquer dans chaque équipe, chaque côté département de l'entreprise. Ben, le problème qui reste et qui crée cette contradiction entre un secteur et l'autre cette hiérarchie, en fait, c'est le modèle pyramidal qui crée cette sensation de contrôle. Donc chacun va gérer comme il pense, comme il a été éduqué à le faire. Donc s'il n'a pas une implication derrière qui va amener vraiment à chaque leader aussi leur responsabilité en tant que leader et pour créer cette cohésion avec leur équipe, ça reste toujours un peu, ça flotte comme résultat. Donc, si on applique le leadership inclusif dans une entreprise, c'est pas qu'au top management, il faut faire à tous les degrés, en fait. Ok. Est-ce que, Daniela, est-ce que notre partie de la solution ne serait pas de permettre à la base aux employés, aux professionnels, de, de pouvoir dire véritablement, ouvertement, anonymement parfois, parce que souvent, Mhm. on ne sait pas trop comment les superviseurs, hein, il peut avoir un effet boule de neige, là, anonymement, en confiance, de pouvoir donc permettre à la base de donner sa rétroaction, là, Tout à clairement. fait. Tout à fait. Après, voilà, souvent c'est l'RH qui fait ça. Par contre, ça fait peur quand même parce que l'RH, il est d'une quelque façon, il est éduqué pour être à côté de l'entreprise en fait. Donc, il reste un peu entre les deux. Mais oui, il y a des entreprises qui créent par exemple des sondages, des questionnaires anonymes. Okay? Donc, tu peux donner ton avis sans savoir qui est. Parce que si tu demandes les données de la personne, elle ne va jamais dire son retour véritablement par la peur d'être jugée ou d'avoir des problèmes après par rapport à ce retour. Après, voilà, si c'est un petit département ou équipe, ça crée quand même la possibilité de la personne s'enfermer et ne pas vouloir donner le feedback parce qu'elle a peur qu'ils vont quand même comprendre que c'était elle. Donc l'idée, c'est vraiment d'appliquer un style de leadership où les gens se sentent à l'aise, en fait, d'aller donner leur feedback, d'être écoutés. Ce type de leadership-là, du coup, si le superviseur ne laisse pas passer, et voilà, il faut que l'RH et aussi le top management identifient ces problèmes-là. Il faut qu'eux aussi interviennent. Donc là, c'est vraiment assez complexe. Chaque culture d'entreprise, c'est différente. L'approche, c'est différent chaque fois. Il faut analyser, il faut faire une espèce d'audit, diagnostic, où est-ce qu'on va toucher, quelle est la meilleure approche pour que les gens se sentent en sécurité aussi pour échanger. Et par rapport aussi, tu peux souvent, il fait appel à des gens externes, voilà, des consultants comme moi ou des autres experts indépendants de la situation, de la problématique,
pour qu'ils se sentent plus à l'aise d'en parler, en fait, parce que la personne s'engage dans la confidentialité. Donc là, il va vraiment chercher qu'est-ce qui s'est passé, quel est le focus sur l'amélioration. Donc ça pourrait être une des solutions, c'est quand on fait appel à des externes qui ne sont pas biaisés sur le quotidien.